Il y a vraiment quelque chose de presque embarrassant là-dedans. Le plus grand complexe militaro-industriel que l'Europe des années 1930 ait jamais connu. Les ingénieurs qui ont construit des autobans, des zeppelins et des fusées qui toucheraient plus tard les étoiles n'ont pas pu produire un seul fusil d'infanterie qui ait survécu à une arme conçue par le fils d'un horloger écossais sous le règne de la reine Victoria. James Parry Lee n'a jamais vécu assez longtemps pour voir sa création devenir immortelle. Il mourut en 1904. L'année même où l'armée britannique adopta officiellement ce qui allait devenir le magazine Cours Lienfield marque un point. À ce moment-là, de l'autre côté de la Manche, les arsenaux allemands étaient déjà perfectionnant le GE-98, un chef-d'œuvre de musée qui reste l'un des meilleurs mécanismes à verrou jamais conçus. Les Allemands savaient qu'ils avaient construit quelque chose de supérieur. Chaque mesure l'a confirmé. Des tolérances plus strictes, une meilleure précision à distance, un système d'alimentation contrôlé pour lequel les sportifs américains paient encore des prix élevés aujourd'hui. Et pourtant, entrez dans un magasin d'armes à Peshawar cet après-midi et vous trouverez Lienfield à vendre. Lienfield travaille. Lienfield que les bergers transportent dans l'Hindu-Kush, que les braconniers craignent dans les réserves fauniques du Kenya, que les rangers canadiens utilisaient pour décourager les ours polaires au-dessus des cercles arctiques. Essayez de trouver un 98 G fonctionnel en service militaire actif n'importe où sur Terre. Essayez de trouver une carabine à 98 Kurd qu'un conscrit de 19 ans est en train de nettoyer en ce moment, se préparant à patrouiller demain matin. Vous ne pouvez pas parce qu'ils sont tous morts. Chaque fusil de service allemand des deux guerres mondiales est passé dans l'histoire dans des collections entre les mains de reconstituteurs et de chasseurs qui apprécient les beaux mécanismes. Ce sont des pièces de musée. Des pièces de musée de belle facture certes, mais des pièces de musée néanmoins. Le Lienfield n'est pas une pièce de musée. C'est un outil qui refuse pour arrêter de travailler. C'est une histoire sur la philosophie de l'ingénierie, sur ce qui se passe lorsque la perfection devient l'ennemi de la pratique, sur les chaînes d'approvisionnement, l'héritage colonial et l'étrange économie de la guerre. C'est aussi une histoire de chiffres. Des chiffres stupéfiants qui révèlent à quel point la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont abordé différemment le problème de l'armement de leurs soldats. Entre 1895 et aujourd'hui, diverses usines de l'Empire britannique et du Commonwealth ont produit environ 17 millions de fusils Lienfield dans des dizaines de variantes. Le fusil a servi officiellement dans les forces militaires de plus de 46 pays. Ils ont combattu dans la guerre ennuyeuse, la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, les deux conflits indo-pakistanais, l'urgence malaise, le soulèvement de Mao, la crise de Suez et toutes les guerres oubliées de Bush. Entre les deux. C'est toujours, ce n'est pas une hyperbole, toujours délivré aux forces de réserve et auxiliaires en Inde, au Pakistan et au Bangladesh, toujours transporté par les Rangers canadiens, toujours digne de confiance. L'Allemagne, en revanche, a produit environ 14 millions de musées, toutes variantes militaires confondues, entre 1898 et 1945. Des fusils exceptionnels, tout le monde. Fusil que les forces américaines ont examiné après la guerre et ont déclaré mécaniquement supérieur à leur propre Springfield. Des fusils qui a constitué la base de presque toutes les conceptions de chasse à verrou réussies du XXe siècle. Fusils qui ont désormais disparu du service militaire. Et la question que cela pose est évidente. Comment un fusil conçu principalement pour un tir rapide à courte et moyenne portée dure-t-il plus longtemps que des armes spécialement conçues pour la précision? Comment un chargeur de 10 cartouches et un mécanisme à verrou Cocon Club peuvent-ils vaincre le roi reconnu de la précision d'alimentation contrôlée? Comment le bon marché survit-il aux chers? La réponse commence en Afrique du Sud, au tournant du siècle, lorsque l'Empire britannique a découvert que ses soldats mouraient dans des conditions embarrassantes. Chiffres. Tués par des agriculteurs néerlandais portant des fusils allemands. Des agriculteurs qui n'avaient jamais fréquenté Sandhurst. Des agriculteurs qui ont simplement compris que l'avenir de la guerre était arrivé alors que Londres polissait encore les sabres de cavalerie. Et la guerre des allésages était censée être simple. 60 000 agriculteurs irréguliers contre le plus grand empire de l'histoire de l'humanité. Les bookmakers de Londres lui ont donné 3 mois, peut-être 4. Ils se sont trompés d'environ 2 ans et ont fait 40 000 victimes britanniques. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud entre 1899 et 1902 a transformé la pensée militaire britannique plus profondément que n'importe quel autre conflit depuis Waterloo. Les commandos bord armés principalement de les fusils Musée modèle 1895 achetés en Allemagne ont démontré qu'un tireur d'élite expérimenté équipé d'un fusil à répétition moderne pouvait neutraliser des formations d'infanterie entières entraînées dans la tradition napoléonienne. À Marufontaine, en décembre 1899. Des carabiniers clandestins tuèrent ou blessèrent plus de 900 soldats britanniques en quelques minutes. Et la Highland Brigade s'est heurtée à un mur de tir ciblé que leurs officiers n'avaient tout simplement pas anticipé. Le problème n'était pas le courage britannique. Le problème était l'équipement britannique. Lorsque la guerre éclata, l'infanterie britannique de première ligne portait toujours le Lee Metford, un modèle de transition qui épousait le chargeur à boîte détachable de James Parry Lee.
Boulon de verrouillage arrière au barillet conçu pour le noir punition en poudre. Le lit Medford était déjà obsolète. Ses rayures Medford peu profondes s'usaient rapidement lors du tir d'obus propulsé par de la cordite, perdant parfois en précision après seulement 3000 tirs. Les soldats sud-africains ont signalé que les barils étaient tellement érodés que les balles tombaient en vol, frappant les cibles latéralement lorsqu'elles frappaient. Pendant ce temps, les bords possédaient des fusils capables d'atteindre avec précision jusqu'à 600 mètres et au-delà. L'ingénierie allemande des souris a donné aux agriculteurs analphabètes un avantage technologique sur les soldats professionnels de la couronne. C'était intolérable. Et la réponse est venue rapidement. En 1904, l'armée britannique adopte le chargeur Courley-Enfield Mark I, le SMLE qui deviendra légende. Et la conception a conservé le brillant chargeur et le mécanisme à verrou de lit, tout en remplaçant les rayures Medford gênantes par des rainures à motif Enfield qui manipulaient la cordite sans se plaindre. Le canon a été raccourci à un peu plus de 25 pouces, une décision qui a horrifié les traditionalistes qui pensaient que des canons plus longs signifiaient une meilleure précision. Et la longueur totale est tombée à 44,5 pouces, créant un fusil que les équipages de cavalerie, d'infanterie et d'artillerie pouvaient tous porter sans modification. Cette standardisation était révolutionnaire. Auparavant, différentes branches recevaient différentes armes. Fusil long pour l'infanterie, carabine pour la cavalerie, bizarreries diverses pour les spécialistes. Le SMLE a tout unifié. Un fusil, un programme de formation, une réserve de munitions, un jeu de pièces de rechange. Les responsables de la logistique de Woolwich Arsenal ont compris quelque chose que les planificateurs allemands oublieraient à plusieurs reprises. Dans la guerre industrielle moderne, le fusil qui parvient aux soldats compte plus que le fusil qui remporte les compétitions. Le Mark I a subi une amélioration continue. Le Mark III introduit en 1907 a simplifié la fabrication tout en améliorant la fiabilité. Et la hausse a été redessinée. Le coupure chargeur, dispositif permettant le chargement d'un seul coup tout en gardant le chargeur en réserve, a été raffiné. Chaque modification a émergé des commentaires des soldats, des rapports rédigés dans les casernes, les tranchées et les avant-postes coloniaux où se trouvait réellement le fusil. En 1914, lorsque l'assassinat de l'archiduc Franz Ferdinand plongea l'Europe dans la catastrophe, l'armée britannique possédait environ 900 000 Linfield et les connaissances institutionnelles nécessaires pour en produire davantage. Plus important encore, elle possédait des soldats entraînés à les utiliser d'une manière qu'aucune autre armée n'avait encore imaginé. Et la doctrine était appelée la minute folle et elle convaincrait les officiers du renseignement allemand que le corps expéditionnaire britannique possédait un nombre impossible de mitrailleuses. Ce qu'il possédait en réalité était quelque chose de bien plus simple et beaucoup plus difficile à reproduire. 10 ans d'entraînement au tir de précision construit autour d'un fusil spécialement conçu pour le tir à visée rapide. Les Beaux avaient donné une douloureuse leçon à la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne avait écouté. Et maintenant, cette leçon allait être donnée à un nouvel ennemi lors d'un franchissement de canal en Belgique, un matin d'août, alors que le XXe siècle commençait véritablement. Le 23 août 1914 arrive gris et humide à Mons, ville minière belge qui serait restée à jamais obscure si la géographie ne l'avait placée directement sur le chemin de la première armée du général Alexandre von Luck. Environ 80 000 soldats britanniques. L'ensemble du corps expéditionnaire britannique faisait face à 160 000 Allemands avançant en formation dans ce qui appartenait plus à 1870 qu'à l'époque moderne. Ce qui s'est passé ensuite est entré dans la légende militaire. Le soldat Frank Richard des Fuseliers du Royal Welsh a décrit plus tard le travail de la matinée avec un euphémisme caractéristique. Les Allemands sont arrivés en masse, écrit-il, et nous les avons renversés comme des quilles. Ce n'était pas une exagération. Les officiers allemands entraînés à s'attendre au tir lent des conscrits continentaux avaient calculé des taux de pertes acceptables sur la base de l'expérience franco-russe. Ils n'avaient pas calculé pour cette folle minute. Et la Mad Minute était une mousqueterie. Norme établie en 1908, exigeant que les soldats entraînés placent 15 obus ciblés sur une cible de 12 pouces à 300 mètres en 60 secondes. Il s'agissait de la norme de réussite minimale. Tireur d'élite exceptionnel réalisant régulièrement 30 rounds ou plus. Le sergent instructeur Alfred Snuxal aurait établi un record non officiel de 38 coups sûrs en 1914, bien que la documentation précise reste controversée. À Mons, ses compétences se traduisent par un massacre. L'infanterie allemande avançant sur un terrain découvert a rencontré un volume de tirs de fusil précis dont leur renseignement leur avait assuré qu'ils étaient impossibles sans mitrailleuse. Un soldat entraîné avec un SMLE pourrait actionner le verrou sans en retirant le fusil de son épaule, en conservant l'image de visée tout au long du cycle de chargement. Le chargeur de 10 cartouches, soit le double de la capacité du Gear R98 allemand, signifiait moins de pause de rechargement. Le boulon de verrouillage arrière, bien que théoriquement plus faible que le système de verrouillage avant de Mouzet, fonctionnait plus rapidement et plus facilement. Tout dans le lit Enfield donnait la priorité à la vitesse. Les Allemands possédaient de meilleurs fusils pour un tir de précision. Les Britanniques possédaient de meilleurs fusils pour tuer. Les rapports d'après-action des unités allemandes à Mons surestimaient systématiquement la force des mitrailleuses britanniques par des facteurs de 3 à 5. Certains rapports affirmaient que les Britanniques avaient déployé
des armes automatiques qui n'existaient pas encore en si grand nombre. Et la vérité était plus simple et plus alarmante. L'infanterie britannique régulière pouvait offrir des cadences de tir que la doctrine allemande n'avait pas anticipées avec une arme d'épaule. Cet avantage était professionnel et non technologique. L'Allemand a donné que le 98 pouvait théoriquement tirer presque aussi rapidement entre des mains compétentes, mais les mains allemandes n'étaient pas aussi compétentes. Et la doctrine prussienne mettait l'accent sur les assauts massifs d'infanterie soutenus par l'artillerie avec une adresse au tir à la carabine considérée comme secondaire par rapport à l'esprit de la baïonnette. L'armée britannique, marquée par l'humiliation de guerre, a passé une décennie à développer une expertise institutionnelle en matière de tir rapide. Un incendie que l'Allemagne ne pouvait tout simplement pas égaler. Et la retraite de Mons finit par se stabiliser dans les tranchées qui définiront les 4 années suivantes. Dans la guerre statique, l'avantage de vitesse de Lienfeld a diminué. Les mitrailleuses et l'artillerie ont dominé les tueries. Pourtant le fusil restait indispensable. Les raids de tranchées exigeaient une fiabilité rapprochée. Le tir d'élite exigeait une précision que le SMLE, malgré sa conception orientée vers le combat, pouvait fournir de manière adéquate. Et la boue et le sang ont testé chaque mécanisme, et les tolérances généreuses du Lienfeld se sont révélées plus indulgentes que les souris précisément ajustées portées par les adversaires. En novembre 1918, les forces britanniques et du Commonwealth avaient tiré environ 2 milliards de cartouches de 303 munitions. Les fusils qui tiraient ces cartouches étaient souvent les mêmes armes émises en 1914, reconstruites et remises à neuf, mais fondamentalement inchangées. Et la conception du Mark III n'a nécessité aucune modification significative malgré 4 années de guerre industrielle. L'Allemagne, en revanche, concevait déjà le remplacement du GE-98 avant que l'armistice ne sèche. Ils savaient que quelque chose n'allait pas. Leurs ingénieurs commencèrent à chercher des solutions aux problèmes que les Britanniques avaient résolus 20 ans plus tôt. Avec une touche élégante d'immigrants écossais et une philosophie qui valorise le pragmatisme plutôt que la perfection, la culture allemande de l'ingénierie fonctionnait sur un modèle principe qui semblait inattaquable. Et la fabrication de précision a produit des armes supérieures et des armes supérieures ont gagné des guerres. Cette philosophie avait construit des canons corrompus qui ont détruit les forteresses françaises en 1870. Elle a créé des navires de guerre qui ont défié la domination des vagues de Britannia. Elle produirait à terme les meilleurs chars, avions et fusées de la Seconde Guerre mondiale. Appliqués aux fusils d'infanterie, cette philosophie contenait cependant une hypothèse fatale. Le GR-98 était, selon presque toutes les normes mécaniques, un chef-d'œuvre. L'action contrôlée du verrou à alimentation de Paul Mouzet reste la référence par rapport à laquelle toutes les carabines de sport sont mesurées. Plus d'un siècle plus tard. Le verrouillage avant. L'Écosse répartissait la contrainte de tir plus uniformément que la conception de verrouillage arrière de l'I. L'extracteur à griffe non rotative maintenait un contrôle positif des cartouches tout au long du cycle d'alimentation, éliminant ainsi pratiquement les doubles alimentations et les échecs d'extraction. La précision de l'usine dépassait ce que les arsenaux britanniques pouvaient réaliser sans ajustement manuel. Rien de tout cela n'avait autant d'importance que le croyaient les Allemands. Le verrou du GAR-98 nécessitait 90 degrés de rotation pour se déverrouiller contre 60 degrés pour le Lienfeld. Cette différence, 30 degrés, se traduisait par un cyclisme sensiblement plus lent pour le soldat moyen. Le chargeur interne de 5 cartouches chargées via des pinces à dénuder contenait la moitié des munitions du 10 britannique. Boîte ronde amovible. Et la longueur totale de 49 pouces rendait le fusil peu maniable dans les tranchées, les véhicules et les combats urbains. Les soldats allemands le surnommaient le balai pour des raisons qui n'étaient pas affectueuses. En 1935, les officiers allemands reconnurent ses limites et commencèrent à développer le carabine à 98 Kurt, une version raccourcie mesurant un peu moins de 44 pouces. Cette modification reconnaissait ce que les Britanniques avaient compris depuis 1904. Les fusils plus courts servaient mieux les soldats modernes. Pourtant, l'action fondamentale du Mouzet est restée inchangée. Le chargeur à 5 cartouches est resté inchangé. Le lancer-lent du verrou est resté inchangé. L'Allemagne est entrée dans la Seconde Guerre mondiale avec environ 4 millions de mousquetons. 98 fusils Kurd fabriqués ou en production. Ces armes ont fonctionné de manière adéquate sur tous les théâtres, de la Norvège à l'Afrique du Nord en passant par le front de l'Est. L'infanterie allemande restait un adversaire dangereux, mais le fusil était déjà conceptuellement obsolète avant le premier tir sur la Pologne, et les planificateurs allemands le savaient. Il s'en est suivi une catastrophe en matière d'approvisionnement que les historiens ont encore du mal à expliquer. Entre 1939 et 1945, l'Allemagne a adopté, produit et abandonné une étonnante succession de modèles de fusils. Le GA-41 Mouzet et le GA-41 Vulta étaient des tentatives semi-automatiques qui ont toutes deux lamentablement échoué sur le terrain. Le GA-43 a résolu certains problèmes tout en introduisant d'autres, sans jamais atteindre une fiabilité comparable à celle du M1 Garand américain. Le Fallschirmjäger Gear 42 était un magnifique fusil automatique produit par moins nombre trop petit pour avoir de l'importance. Le Sturm Gu-44, la véritable innovation qui a influencé toutes les conceptions ultérieures de fusils d'assaut, est arrivé trop tard et en quantités insuffisantes pour affecter les résultats. Pendant ce temps,
chaque soldat allemand avait encore besoin d'un fusil, et ce fusil restait le Karabina 98 Kurde, un modèle fondamentalement inchangé depuis 1935. Lui-même simplement une version abrégée d'un original de 1898. Le contraste avec les marchés publics britanniques est frappant. Le Linfield Mark IV introduit en 1941 était essentiellement un Mark III simplifié conçu pour une production plus rapide en temps de guerre. Le mécanisme reste identique au fusil fabriqué en 1907. Le calibre reste le même que celui des 303 britanniques que les soldats avaient tirés sur Mons. Et la capacité du chargeur est restée à 10 cartouches. Un soldat de 1914 aurait pu prendre un Mark V et le faire fonctionner sans instruction. Il ne s'agissait pas d'une stagnation technologique. C'était la sagesse institutionnelle. Les Britanniques comprenaient que la logistique gagnait les guerres industrielles, que les programmes de formation exigeaient de la cohérence et que les chaînes d'approvisionnement en munitions ne pouvaient pas permettre des expérimentations sans fin. Les Allemands recherchaient l'innovation tandis que les Britanniques perfectionnaient l'adéquation. En 1945. Cette différence s'avérerait décisive bien au-delà des performances du fusil. Dunkerque aurait dû tuer le Linfield. Entre le 26 mai et le 4 juin 1940, environ 338 000 soldats alliés ont traversé la Manche, mais ont laissé derrière eux la quasi-totalité de leur équipement. Plus de 68 000 véhicules, 560 000 tonnes de provisions et environ 90 000 fusils étaient abandonnés sur les plages françaises. L'armée britannique s'était pour l'essentiel désarmée. Ce qui s'est passé ensuite a démontré pourquoi la fabrication distribuée est plus importante que l'excellence en ingénierie. Le réseau de production de Lee Enfield s'étendait dans le monde entier. Usine royale d'armes légères à Enfield Lock produit des fusils. Birmingham Small Arms aussi. Et la London Small Arms Company aussi. Mais surtout, Ishapore Arsenal en Inde, Lithgow Small Arms Factory en Australie et Long Branch Arsenal au Canada ont fait de même. Lorsque les bombes allemandes ont commencé à tomber sur les usines britanniques pendant le Blitz, la production s'est simplement déplacée vers des installations que la Luftwaffe d'Hitler ne pouvait jamais atteindre. En revanche, la production allemande de fusils est restée concentrée en Europe continentale. Maerka à Obendorf Zaison Azul Berlin Lübeck Maschinen Fabrik, tous situés à portée des bombardements stratégiques alliés. En 1943, lorsque la 8e force aérienne américaine commença à détruire systématiquement les avions allemands. Capacité industrielle, la production de fusils s'est effondrée parallèlement à la fabrication de chars et d'avions. Le Mark V est sorti de cette crise. Introduit en 1941, il ne représentait pas une mise à niveau, mais une simplification. Le capuchon nasal a été repensé pour une fabrication plus facile. Et la hausse a été simplifiée. Les composants qui nécessitaient un ajustement manuel précis sur le Mark III ont été repensés pour la production mécanique. Un ouvrier d'usine compétent pourrait produire un Mark V en environ la moitié du temps requis pour son prédécesseur. C'était important parce que l'Empire britannique combattait partout simultanément. En Afrique du Nord, la 8e armée transporte Linfield Delamine à Tunis. Dans la Birmanie, la 14e armée, l'armée oubliée, a combattu les forces japonaises dans des conditions de jungle qui ont détruit des armes moindres. Les pluies de mousson de 1944 ont tout fait rouiller, à l'exception des fusils conçus avec des tolérances suffisamment généreuses pour s'adapter à la boue, à l'humidité et à la négligence. Les soldats australiens ont signalé que Lee Enfield fonctionnait après une immersion dans l'eau des marais, ce qui aurait empêché toute action plus serrée. Et la guerre de la jungle a révélé un autre avantage de Lee Enfield, une fiabilité durable sans entretien. Les forces japonaises, malgré le contrôle du territoire, ont eu du mal avec les lignes d'approvisionnement. Les forces britanniques et du Commonwealth, bien qu'elles opéraient à des milliers de kilomètres de chez elles, ont reçu un réapprovisionnement constant en munitions par voie aérienne. Réseau logistique qui approvisionnerait plus tard la Chine par la Bosse. Un soldat n'avait besoin que de 3003 munitions et occasionnellement de pétrole. Le fusil ne demandait rien d'autre. Les soldats allemands sur le front de l'Est ont été confrontés à des conditions opposées, un froid extrême plutôt qu'une humidité tropicale, et le Karabina 98 Kurt s'est comporté de manière adéquate. Mais une performance adéquate contre l'Union soviétique importait peu lorsque la production soviétique dépassait l'industrie allemande par 3 ou 4. Les Allemands pouvaient fabriquer d'excellents fusils. Ils ne pouvaient pas construire assez de quoi que ce soit. En 1944, l'Allemagne fournissait aux miliciens Vulkerm des fusils GE-98 récupérés dans les entrepôts. Armes fabriquées au cours de la Grande Guerre fut remise en service parce que la nouvelle production ne pouvait pas répondre à la demande. Pendant ce temps, l'Empire britannique produisait environ 300 000 Linfield par an à travers son réseau mondial, avec une capacité suffisante pour équiper non seulement ses propres forces mais aussi les mouvements de résistance dans toute l'Europe occupée. Et la dernière année de la guerre a vu Lee Enfield distribué aux partisans français, aux guérilleros yougoslaves, aux forces clandestines polonaises et à toute autre personne désireuse de tuer des Allemands. Ces fusils étaient consommables d'une manière qui l'arme de décision ne pourrait jamais l'être. Perdé en un et un autre est arrivé le mois prochain. Cassé en un et les pièces étaient interchangeables avec
N'importe quel autre fusil de la même décennie. L'excellence de l'ingénierie allemande avait permis de produire des fusils que les soldats chérissaient. Et la capacité pragmatique de la Grande-Bretagne avait produit des fusils que les empires pouvaient se permettre de donner. Le 8 mai 1945 a apporté le silence sur les champs de bataille européens, mais a entraîné l'extinction des fusils militaires allemands. Ce qui a suivi a été l'un des effaceurs de technologie militaire les plus complets de l'histoire. Les forces soviétiques ont capturé environ 2 millions de fusils Karabina 98 Kurz au cours de leur progression à travers l'Allemagne. Ces armes ainsi que de grandes quantités de munitions et de matériel de fabrication ont disparu vers l'Est. Certains ont été distribués aux États satellites. Les forces polonaises, tchèques et est-allemandes ont transporté musées retravaillés au début des années 1950. Et la plupart ont été simplement détruits. Leur acier était recyclé dans l'industrie lourde soviétique. Les usines Musa d'Obendorf tombent en zone d'occupation française et sont systématiquement démantelées. Leurs machines expédiées en France à titre de réparation de guerre. En 1950, la Karabina 98 Kurt n'existait que dans les entrepôts, les musées et entre les mains de collectionneurs qui reconnaissaient son excellence mécanique. L'Allemagne elle-même ne fabriquerait plus de fusils militaires jusqu'à ce que la Bundeswehr adopte le FNFL en 1956 et plus tard le Heckler et le KO-G-Tri. Et la lignée Musée était terminée. Et la trajectoire du Lyon-Fiel n'aurait pas pu différer plus complètement. L'Inde a obtenu son indépendance le 15 août 1947, héritant de l'arsenal d'Ishapore et de sa capacité complète de production de fusils. Plutôt que d'abandonner les modèles britanniques, l'Inde indépendante a continué à fabriquer des Linfield, d'abord en 303. Rechambre plus tard pour le calibre 7,62 mm standard de l'OTAN sous le nom d'Ishapore 2 à 1. Ces fusils ont équipé les forces indiennes pendant la guerre de 1962 avec la Chine, les conflits de 1965 et de 1971 avec le Pakistan et ont continué à servir de réserve jusqu'au XXIe siècle. Le Pakistan a suivi des schémas similaires. Les usines d'artillerie pakistanaises de Wantonman ont maintenu la production de Lyon-Field aux côtés de modèles plus récents, reconnaissant que la police frontalière et les forces de réserve avaient besoin d'armes simples et robustes qui les conscrits analphabètes pouvaient maîtriser rapidement. Le fusil qui avait armé le Raj britannique armait désormais les nations qui l'avaient remplacé. L'Australie a conservé les fils jusqu'en 1959, date à laquelle le fusil à chargement automatique L1 est entré en service. Même alors, des quantités importantes restaient en réserve. Et la Nouvelle-Zélande a conservé le sien plus longtemps. Pourtant, les Rangers canadiens, la force de patrouille pour la souveraineté de l'Arctique, n'ont jamais cessé de les utiliser, conservant le numéro 4 de Lyon-Field, Mark I, comme bras long officiel, car rien d'autre ne fonctionnait de manière fiable à 40°. Cette survie d'après-guerre n'était pas de la sentimentalité. C'était l'économie et la géographie. Et la situation d'urgence en Malaisie a commencé en 1948 et s'est poursuivie jusqu'en 1960. Les forces britanniques et du Commonwealth combattant les insurgés communistes dans la jungle ont trouvé le Lyon-Field parfaitement adapté aux engagements à courte portée où la fiabilité comptait plus que la cadence de tir. Le soulèvement de Mao au Kenya entre 1952 et 1960 a vu Lyon-Field équiper les deux forces coloniales et, sur le champ de bataille, capturer certaines bandes insurgées. Et la crise de Suez de 1956 impliquait les forces armées égyptiennes de Lyon-Field s'opposant aux parachutistes britanniques qui transportaient également Lyon-Field dans la configuration de carabine de jungle numéro 5. Pendant ce temps, l'Allemagne ne possédait aucun fusil militaire. Et la loi fondamentale de 1949 interdisait à l'Allemagne de l'Ouest de maintenir des forces armées importantes. Quand le réarmement arriva finalement en 1955, les soldats allemands reçurent des FAL de fabrication belge, remplacés plus tard par des G3 de fabrication allemande. Et la tradition Musée n'a survécu que dans les fusils de sport vendus aux chasseurs américains qui appréciaient les noix fines et les actions d'alimentation contrôlées. Les chiffres racontent clairement l'histoire de l'extinction. En 1970, le nombre de fusils militaires allemands actifs lors des deux guerres mondiales était effectivement nul. Les Linfield en service militaire actif se comptaient par millions, répartis sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique. Le fusil avait survécu non seulement à ses contemporains allemands, mais aussi à l'empire qu'il avait créé, au système colonial qu'il imposait et à l'ère industrielle qu'il avait produit. Quelque chose de conçu. Car les soldats de la reine Victoria tuaient encore des gens à l'ère de la télévision et des avions à réaction. Les chefs d'œuvre allemands étaient devenus des antiquités avant que la plupart de leurs porteurs n'atteignent l'âge mûr. La photographie a largement circulé en 2012, même si peu de spectateurs en ont compris l'importance. Un tireur d'élite canadien en Afghanistan, positionné sur une colline dans le district de Panguide, tenait un fusil qui semblait étrangement archaïque à côté de ses optique moderne et de son gilet par dash-ball. Il s'agissait d'un Lyon-Field équipé d'une lunette de visée, qui gagnait toujours sa place 107 ans après la mort de James Parry. Ce n'était pas de la nostalgie. C'était opérationnel. Nécessité. Les Rangers canadiens demeurent les utilisateurs modernes de Lyon-Field les plus visibles, patrouillant plus de 4 millions de km² dans l'Arctique. Et le territoire du Nord, où les températures descendent régulièrement en dessous de -40°C.
À de telles températures extrêmes, les lubrifiants pour fusils modernes se figent en pâte. Les composants polymères deviennent cassants et se cassent. Les optiques sophistiquées s'embuent en interne et deviennent inutiles. Le Li en Field, conçu avant l'existence des matériaux synthétiques, fonctionne avec un minimum de lubrification et des composants entièrement usinés en acier et en bois. Les Rangers rapportent que le fusil tire de manière fiable après avoir été enfoui dans la neige, traîné sur la glace et soumis à des conditions qui mettraient hors d'état de nuire n'importe quel fusil contemporain. Bras militaire. Les forces canadiennes ont reconnu cette réalité en tentant de remplacer le Li en Field à 3 reprises. Chaque tentative a échoué. Le fusil Colt Canada C-19, finalement adopté en 2014, a été spécialement conçu pour correspondre à la fiabilité de Li en Field dans des froids extrêmes, une spécification technique qui admettait essentiellement que la conception centenaire restait la norme à battre. L'Afghanistan a fourni une validation différente. Les talibans et les forces insurgées employaient fréquemment des Li en Field capturés, hérités ou achetés grâce au florissant commerce d'armes du col Khyber. Les armuriers Pachawa qui fabriquent des reproductions de Li en Field en utilisant souvent des techniques du 19e siècle et des composants forgés à la main vendent leurs produits. Dans toute l'Asie du Sud et au Moyen-Orient. Un Linfield fonctionnel coûte environ 12 livres sterling sur les marchés frontaliers pakistanais. Les munitions restent abondantes car l'Inde, le Pakistan et divers autres pays continuent de fabriquer 303 cartouches britanniques. Cela crée une situation remarquable. Une arme conçue pour projeter la puissance impériale victorienne arme désormais les tribus qui résistent à l'intervention occidentale en utilisant des munitions produites par d'anciens sujets coloniaux. Le fusil a changé de côté tellement de fois que le concept de côté n'a plus de sens. Au-delà du combat actif, les Li en Field servent des objectifs que leurs concepteurs n'avaient jamais imaginés. Les forces de police indiennes les transportent pour le contrôle des foules et les patrouilles rurales. Les gardes frontières bangladais les utilisent le long de la frontière birmane. Les unités de l'armée népalaise les entretiennent pour les opérations en montagne où le poids et la simplicité comptent. Des sociétés de sécurité privées en Afrique de l'Est les délivrent aux gardes qui protègent les réserves fauniques des braconniers. Les mêmes fusils qui armaient autrefois les gardes-chasse coloniaux protègent désormais les éléphants de l'extinction. Le marché du sport subit une demande parallèle. Les chasseurs du Commonwealth préfèrent les actions Li en Field pour les fusils à gibier dangereux, faisant confiance aux mécanismes à verrou éprouvés dans les situations où une défaillance mécanique entraîne la mort. Les tireurs compétitifs d'Australie et de Nouvelle-Zélande maintiennent des disciplines cibles Li en Field actives. Collectionneurs britanniques payer des prix plus élevés pour des exemples de numéros correspondant avec une provenance vérifiée, en traitant les fusils comme des artefacts historiques, tout en reconnaissant qu'ils pourraient tirer demain si nécessaire. Le Musée 98 allemand survit également dans des contextes sportifs et de collection, mais avec une distinction cruciale. Aucune force militaire sur Terre ne délivre actuellement un fusil à motif Musée comme équipement standard. L'action vit dans les fusils de chasse. L'arme militaire a disparu. Le Li en Field persiste parce qu'il occupe un créneau que les conceptions modernes ne peuvent pas remplir économiquement. Il est trop bon marché pour être remplacé dans les pays en développement. C'est trop fiable pour l'abandonner. Dans des environnements extrêmes. Il est trop simple de le rendre obsolète grâce au progrès technologique. Chaque amélioration des matériaux, de la science et de la précision de fabrication qui aurait dû la tuer ne faisait que souligner pourquoi ces améliorations importent moins que ne le prétendent leurs défenseurs. Un fusil qui coûte 12 livres sterling fonctionne de la même manière qu'un fusil qui coûte 1200 livres sterling lorsque la tâche consiste à placer une balle dans une cible à 200 m. Cette vérité a préservé la Li en Field, tandis que la perfection allemande rouille dans les vitrines des musées. Et la comptabilité est complète et les chiffres favorisent si nettement les opprimés que la philosophie allemande de l'ingénierie elle-même est mise en cause. 17 millions de Li en Field produits à travers 129 ans de fabricants continus. 46 pays ont officiellement adopté le fusil. Service militaire actif s'étalant sur 3 siècles, les 19e, 20e et 21e. Déploiement opérationnel actuel confirmé au Canada, en Inde, au Pakistan, au Bangladesh et au Népal avec une utilisation informelle documentée en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie centrale. Coût total de production par unité en 1941, environ 4 livres sterling, ce qui équivaut à environ 12 livres sterling en valeur moderne après ajustement au pouvoir d'achat contemporain. En contrepartie, l'Allemagne a produit 14 millions de fusils militaires de type Musée sur une période de 47 ans. Le déploiement maximal a eu lieu en 1944. L'extinction militaire complète est arrivée en 1955. Aucune nation n'en délivre actuellement. Fusils de conception allemande datant des deux guerres mondiales. Les GE-98 et Carabina 98 Kurz ne survivent que sous forme d'objets de collection, de conversion sportive et d'exposition de musée. Et la disparité exige une explication au-delà du simple hasard. 3 facteurs ont créé l'immortalité de Li en Field. Premièrement, la fabrication distribuée garantissait qu'aucune catastrophe ne pouvait arrêter la production. Quand les usines britanniques brûlaient, l'un d'elles installations aînées australiennes se sont poursuivies. Lorsque l'Empire s'est dissous,
Les États successeurs ont hérité d'une capacité industrielle complète. L'Allemagne a concentré sa production dans des installations vulnérables au bombardement et à une éventuelle occupation, ne laissant aucun héritage manufacturier pour la poursuite de l'après-guerre. Deuxièmement, la philosophie de conception donnait la priorité aux performances sur le terrain plutôt qu'à l'excellence théorique. Les tolérances généreuses du Linfield, le boulon de verrouillage arrière et un chargeur de 10 cartouches a émergé des leçons de guerre sur ce dont les soldats avaient réellement besoin. Les ingénieurs allemands ont optimisé la précision et l'élégance mécanique, produisant des fusils qui fonctionnaient superbement dans des conditions contrôlées, mais offraient des avantages marginaux au combat qui n'ont jamais justifié leur complexité de fabrication. Les Britanniques fabriquaient des fusils pour la boue. Les Allemands fabriquaient des fusils pour les compétitions. Troisièmement, la standardisation des munitions a créé l'immortalité logistique. Et la cartouche britannique 303 est restée en production sans interruption de 1889 à nos jours. Fabriquée sur tous les continents habités par des dizaines de nations et de producteurs commerciaux. Munitions allemandes de 7,92 x 57 mm, techniquement supérieure dans plusieurs paramètres balistiques. Dépendait d'infrastructures manufacturières détruites par la guerre. Lorsque les usines allemandes ont cessé de produire des munitions, les fusils allemands sont devenus des clubs coûteux. Ces facteurs s'aggravent au fil des décennies. Chaque année pendant laquelle les Linfield restent en service justifie la poursuite de la production de munitions. Et la production continue de munitions justifie le maintien des fusils en service. Le cycle se renforce, tandis que ses équivalents allemands sombrent encore plus dans l'obsolescence. Il y a ici une leçon qui va au-delà des armes à feu. Le fusil qui a gagné n'était pas celui qui tirait le plus droit, qui cyclait le plus doucement ou qui impressionnait les collectionneurs par son ajustement et sa finition. Le fusil qui a gagné était le fusil qui était arrivé, qui fonctionnait et qui pouvait être remplacé en cas de perte. Et la guerre est une question de logistique. L'Empire et la logistique. Les Britanniques ont compris cette vérité instinctivement, en construisant des systèmes qui donnaient la priorité à des performances adéquates à grande échelle plutôt qu'à d'excellentes performances en quantité limitée. L'Allemagne a construit des chefs-d'œuvre. La Grande-Bretagne a construit des outils. James Parry est mort en croyant que l'œuvre de sa vie n'était qu'une arme militaire compétente. Rien de plus. Elle n'a jamais été témoin de la folle minute de Mons, ni des combats dans la jungle en Birmanie, ni des patrouilles dans l'Arctique où son modèle fonctionne toujours parfaitement. Elle n'a jamais vu les armuriers de Kyberpass qui traitent son mécanisme de verrouillage comme une géométrie sacrée, le reproduisant à la main pour les clients qui le souhaitent. Ne connaîtra jamais son NOM. Elle n'aurait certainement jamais imaginé qu'un fusil acheté aujourd'hui pour 12 livres sterling, soit moins qu'un repas décent au restaurant, surpasserait, survivrait et, finalement, survivrait aux meilleurs produits de l'ingénierie militaire allemande. Mais c'est le cas. C'est le CAS.ET quelque part dans l'Hindu-Kush ce soir, alors que le soleil se couche sur des montagnes qui ont vu des empires s'élever et s'effondrer pendant des millénaires, un berger nettoie un lit en fiel que portait son grand-père, se préparant pour demain, faisant confiance à un mécanisme qui n'a encore jamais failli. Les fusils allemands sont tous morts. Le lit en fiel refuse de mourir.